Le harcèlement scolaire touche près de 700 000 élèves chaque année en France. En Guyane, 44 cas ont été recensés en 2023, 36 cas en Martinique et aucun chiffre en Guadeloupe. Derrière ces chiffres, ils cachent une énorme souffrance, mais aussi de la résilience. Alors aujourd'hui, parole à ceux qui ont vécu ce drame de l'intérieur. Bienvenue dans On parle là où ça fait mal. C'est le podcast numéro 1 des sujets tabous de la communauté noire. Alors que tu sois aux Antilles, aux États-Unis ou même en Afrique, je t'invite à t'abonner parce que chaque 2 semaines, on brise le silence sur des sujets qui comptent vraiment. Pour ne rien rater, suis-moi sur Instagram, TikTok, YouTube, bref, je suis disponible partout. T'as qu'à taper, on parle là où ça fait mal. Ou encore, t'as le lien dans la description. Au fait, abonne-toi au podcast, parce qu'en 2024, on roule qu'avec ceux qui s'abonnent au podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Myriam. Évidemment, je ne suis pas seule pour parler de l'harcèlement scolaire. On le connaît, j'ai pas vécu ça, mais je suis avec 2 personnes aujourd'hui et comme vous l'aurez compris, pour préserver leur anonymat, déjà leurs voix vont être modifiées et puis leur nom aussi. Alors, bonjour Sylviane et bonjour Andrea. Bonjour. Déjà, merci à vous deux d'être ici parce qu'on sait que c'est un sujet assez tabou et aussi pour vous, c'est quelque chose qui est, c'est soit encore frais ou c'est encore extrêmement difficile à en parler. Alors vraiment, merci de lever le tabou sur ça. Il faut savoir que Sylviane et Andrea, elles ont 2 âges différents, donc on aura une perception différente du harcèlement scolaire. J'ai pas envie de dire à l'ancien temps, mais tu vois, il y a peut-être 20, 30 ans et maintenant, et je trouve que c'est une bonne façon de comparer. Est-ce que notre société a évolué? Est-ce que notre gouvernement a assez travaillé de ça? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? C'est des bonnes choses à discuter. Mais d'abord, pour commencer, on va un peu parler de votre expérience sur sur le harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux commencer, Sylviane? Comment est-ce que ça s'est passé les premières fois? Je pense que c'est plutôt les parents qui ont commencé en fait à voir que c'était les harcèlements. Quand tu as commencé, en fait, j'expliquais bien qu'il y avait deux générations, deux versions. Et en fait, c'est plus l'état de son état en rentrant à la maison qui nous a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du jour au lendemain, il y avait cette envie de ne plus vouloir aller à l'école, d'avoir mal au ventre, du jour au lendemain, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, alors que la veille, l'enfant se sentait super bien. Et en fait, si tu veux, c'est comme ça qu'on a compris que c'était le harcèlement, alors que pour elle, c'était juste à l'époque considéré comme des moqueries qui ne s'arrêtaient pas. Donc en fait, elle, c'était par rapport à son surpoids, puisqu'elle était, si on regarde, pour nous, ses parents, elle n'était pas en surpoids, mais comparée à d'autres enfants, elle est un petit peu plus haute. Et elle était bien en chair, comme on aime dire en créole. Elle était bien en chair et en fait, c'est surtout ça qui a été l'élément déclencheur. Ça a été son poids. Donc, ça a vraiment été, en fait, quelque chose de petit à petit et c'est vraiment à partir de là que, en tout cas, Andrea t'a remarqué, mais Sylviane t'avait pas, pour toi, c'était normal, entre guillemets. Oui. Et qu'est-ce que tes amis, elles te disaient quand tu leur disais, ça te blessait, par exemple, quand tu venais te confier à elles? J'en avais pas. Donc, tout le monde t'avait mis vraiment à part. Ouais, c'est vrai qu'elle était rentrée dans une nouvelle école. Elle a vraiment commencé à se faire des amis en CA. Bon, après, peut-être c'est ma perception qui est différente parce que par rapport à la situation. Donc, tu n'avais pas d'amis. Non, c'est aussi dès que j'ai commencé à avoir des amis. Et toi, Andrea, comment ça s'est passé pour toi à ton époque? Est-ce que c'est toi qui t'es rendu compte de ça ou c'est un adulte? Non, c'est surtout l'enseignant. C'est vraiment l'adulte qui s'est rendu compte de ça. Et c'est quand en fait j'ai commencé à être violente en fait avec les autres que ça s'est fait ressentir. Moi, c'était surtout le contraire. Là. C'était le contraire de Sylviane. C'est que moi, j'étais très maigre, très fine, dira-t-on. Et moi, c'était surtout, voilà, mais vraiment les blagues puissantes de l'époque, Mexoalette, il y a certains qui se permettaient de m'appeler caca de Ah l'eau, ouais. en se disant que c'est que parce que j'étais malade que je pouvais être mec comme ça. Il y en a d'autres qui m'appelaient Flash en disant, de toute façon, même si tu te mets derrière un poteau, on va pas te voir, on va pas te retrouver, et des choses comme ça. Et en fait, c'était récurrent, surtout à la récré. Il n'y avait pas que la récré. Dans ma classe, j'en avais un.
je ne citerai pas son nom, mais jusqu'à maintenant, je me rappelle de son nom, son prénom, son visage, tout. Parce que c'est celui qui, malgré un moment, nous a changé de classe au cours du cursus. Il était là jusqu'au début, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je rentre au collège. Au collège, je l'ai retrouvé. Bon, au collège, au début, ça, sixième, c'était rebelote. Et c'est vrai qu'après, moi, ça m'a énormément changé en cinquième, quatrième. Et je suis devenue tellement violente que je pense que même mes parents ne me reconnaissaient pas. Bon, entre-temps, j'ai pris du poids. Entre la sixième et la cinquième, j'ai pris un peu plus de poids à l'évolution. Et après, ça s'est calmé. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça a changé mon comportement. Mais c'était surtout que quand les autres, quand tu as quelqu'un qui est autour dans la salle, dans la cour de récré, qui dit, allez embêter caca de l'eau. Voilà. Et avec la personne là qui fait l'embêter, je parlais pas, c'est soit je pleurais, et quand j'essayais de me défendre, comme pour eux j'étais maigre et faible, on me bousculait dans le coin, et puis après, quand les enseignants venaient, ah mais madame, on n'a rien fait, c'est elle qui nous a cherchés, c'est pas nous le problème, c'est elle. Et voilà, en fait, c'est une qui a pris le temps de vraiment observer, de vraiment prendre le temps de regarder ce qui se passait, qui a pu déterminer que voilà, c'était du harcèlement. Mais pour eux, à l'époque, c'était juste des blagues d'enfants. Est-ce que justement de ta perception des choses, ce que tu as vécu et ce que Sylviane vit, est-ce que tu trouves que ça a évolué le fait de détecter le harcèlement scolaire? Alors, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de sensibilisation. Parce que nous, à notre époque pour l'info, j'ai quand même 37 ans. À mon époque, il n'y avait pas autant de sensibilisation dessus. C'était des moqueries, on en parlait vite fait. Sans plus, la seule chose qu'on nous disait, c'était de ne pas avoir de comportement ethnique. Il fallait pas faire de différenciation. Ah ouais, arrêtez de dire que les gens sont cuisiniers, sont haïtiens et tout, parce qu'on est dans un département où on est très mix. On a beaucoup de... Voilà. Et nous, on nous avait toujours fait ça, surtout après une période qui avait eu au carnaval, où il y avait une chanson qui disait Haïtien pas, ben dis tout, Haïtien pas, ben dis tout. Et là, tout le monde à l'école le chantait. Et on le chantait à la cour, on le chantait, mais c'était des chansons de rue, du carnaval de rue. Et c'est la seule fois où j'ai entendu parler du harcèlement, en disant que voilà, on nous a parlé du harcèlement sexuel. Parce que voilà, ça faisait partie des éducations civiques, question de sensibiliser. Mais scolaire, jamais. Et c'est la seule fois où on nous a dit que ça correspondait à du harcèlement, que pendant le carnaval, on fait ce qu'on veut parce qu'on est hors de l'établissement scolaire, mais que dans le cadre de l'établissement, on ne devait pas chanter ce genre de chansons. Et on nous a fait un cours dessus parce que vraiment, c'était toute l'école. Et apparemment, on n'était pas la seule école à l'époque, mais c'est la seule fois où j'ai vraiment entendu parler de harcèlement scolaire. Aujourd'hui, je trouve qu'il y en a beaucoup plus parce que chaque année dans le programme, ils parlent de ça. Ils parlent de ces éléments, ils parlent du harcèlement en expliquant quelles sont les différentes formes d'harcèlement. Mais après, ça n'empêche pas que les enfants, entre eux, je trouve qu'ils sont toujours aussi méchants, même très méchants. Et ce qui pour eux semble être anodin et de simples petites blagues ont quand même des conséquences. Voilà. Et il y a d'autres personnes, après on parle du harcèlement scolaire, mais on ne parle pas forcément du fait que ce qu'on appelle les tatis de classe, les tatis 2, qui parfois peuvent avoir involontairement des réflexions du genre tu as déjà assez mangé, regarde-toi, t'as assez de réserve. Et donc, ça a rebaissé parce que c'est pour ça que tu prends du poids. Mais est-ce que tu as pensé à faire du sport? Parce qu'il faut dire à maman de t'emmener faire du sport. Hein? Donc, tu vois, ce sont des petites choses comme ça où on pense souvent aux camarades de classe, mais on ne pense pas forcément aux grands. Et c'est vrai. Dans notre culture, si tu veux, on trouve que les enfants qui sont enrobés, dira-t-on, bien en chair, sont des enfants bien portants. Donc, tu as la catégorie de ceux qui sont réfractaires, qui vont se permettre de te faire ce genre de réflexion-là. Et tu as l'autre catégorie où ce sera en mode ah, lui, il a bien mangé mon cabal et tout ça y est. Et c'était, sans le vouloir, mais c'était innocent. Hein? Ma bouboule, viens voir Tati. C'est vrai que c'est des choses qui sont vraiment ancrées, comme tu dis, dans
nos territoires et c'est assez banalisé. Quand, comme tu dis, t'es fort, on te donne des surnoms et ça te plaît pas, mais pourtant, comme tout le monde le fait, c'est accepté. C'est vrai, c'est vrai que sur ce point, je te rejoins. Parce que quand je dis ma bouboule, vient me voir. En se disant que même ma bouboule, c'est pas méchant, c'est un petit nom. Et la personne qui tous les jours se fait traiter de gros à l'école, comme moi, je me rappelle à mon époque, ma tante me disait, il faut que tu manges plus hein, pour avoir des forces, parce que tu pas capable pas même. Ok. Donc des fois, on me gave de nourriture, on se disait que quand j'allais, que je prends pas avec toi, parce que peut-être que je mange pas chez moi. Alors que non, je mangeais super bien, je mangeais même très bien. C'est juste que ma morphologie ne me permettait pas. Et je pense qu'à la date d'aujourd'hui, je recherche la finesse que je n'ai pas y allé, que j'avais à l'époque. Je tellement bien mangé qu'aujourd'hui. Mais on se rend pas compte qu'en fait, toutes ces petites choses-là, quand même, peuvent avoir un impact sur la vie de tous les jours. Est-ce que justement, toi, Sylviane, avant d'avoir vécu cette expérience, on avait déjà parlé de harcèlement, que ce soit scolaire ou différents types à l'école? Est-ce qu'on t'avait déjà expliqué un petit peu c'était quoi ou pas du tout? Jamais. Ok. Et est-ce qu'après cet événement, il y a eu, ils ont un petit peu parlé de ça dans ta classe ou dans ton école? Oui, à partir de cela, jusqu'au CM2, ils ont commencé à parler de ça. Chaque année, il y avait des semaines où on parlait de ça. Il y a même eu des médiateurs dans les classes pour dire que ça ne se faisait pas. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Comme quand je mangeais à la cantine, il y a des gens qui me disaient de pas manger parce que j'étais déjà assez grosse. Et est-ce qu'un adulte a réagi à ça? Enfin, est-ce qu'un adulte a déjà entendu ça? Oui, Et comment est-ce qu'il a réagi? je n'avais pas réagi. Ben, tu penses que pour l'adulte, du coup, c'était normal et est-ce que tu lui as en parlé après ou non? Non, j'avais perdu, je pouvais pas me parler. Est-ce que malgré tous les journées de sensibilisation, est-ce que tu trouvais que il y avait moins d'harcèlement? Est-ce qu'on prenait en compte plus la manière dont tu te sentais ou dont tu étais traité en tout cas? Un peu. Par exemple, jusqu'au CP et CE2 et à la moitié du CM1, ils avaient continué, mais après, ils ont arrêté. Et toi, tu nous as dit, Andrea, que du coup, à ton époque, c'était pas du tout pour la société, c'était normal. Donc, l'histoire de sensibilisation, tout ça, à la poubelle, c'était pas encore du tout d'actualité, quoi. En même temps, je pense que c'est pas uniquement à l'école qu'il faut en parler, mais que l'état d'esprit aussi des parents doivent changer. Les parents aussi doivent être sensibilisés en fait au sujet. Ça veut dire que quand en tant que parent, parce qu'on va pas se mentir, en tant que parent, on se permet de faire des réflexions sur beaucoup de choses. Où les enfants nous entendent parler, nous entendent dire des choses. Mais parfois, les enfants sont le reflet de ce que nous, en fait, on dit également à l'extérieur. Pour la Guyane, j'aurais tellement d'exemples que ça serait peut-être dérisoire ou autre. Tu vas voir quelqu'un en ange qui roule mal et tout, on va dire sacré, c'est toujours eux qui sont comme ça. Tu vois, des personnes qui sont en groupe, ah, ça va être à qui finir vers le Brésil. Tu vois, il y aura toujours des réflexions sur des choses et on se rend pas compte que quand ils arrivent à l'école, tous ceux qu'ils ont entendu à la maison, le comportement des parents ont un impact. T'as des parents qui disent, ah ouais, ça n'a qu'à bien manger, maman. Ou sinon, c'est l'état comparatif où, au moins, elle mange ce qu'on lui donne comparé à toi. Elle mange bien ce qu'on lui donne. Donc, tu vois, c'est ça Des petits mots qui... ces petits critères. Alors, on parle de l'harcèlement scolaire, mais je pense qu'on devrait aussi parler de l'éducation des parents. Parce que les enseignants qui soient là pour faire quelque chose, c'est un fait, ça fait partie du programme, il faut qu'on en discute. Mais les parents également devraient être sensibilisés dessus parce que pour eux, même eux qui sont très blagueurs, très taquins, parfois dans les blagues, ça atteint quand même les enfants et les enfants reproduisent ce qu'ils entendent. Sylviane, quand ta maman a un petit peu compris que tu étais harcelée, ben pas un petit peu, elle a compris que tu étais harcelée, qu'est-ce que ça t'a fait? Tu as ressenti quoi? J'ai compris que c'était pas quelque chose de normal, parce que si ma maman arrive à coup dedans, c'est que c'était un peu grave. Puis quand j'ai réalisé, quand j'étais un peu plus grande, enfin j'étais toujours petite, mais que c'était quelque chose de grave et que moi je pensais que c'était pas grave, mais ça me faisait quand même mal. Est-ce que maintenant, ça va un peu mieux? Tu as réussi à
je dirais pas oublier l'histoire parce que bon, c'est sûr qu'on peut jamais oublier ça, mais est-ce que tu arrives à vivre avec, à ce que ça te fasse pas mal au quotidien, quoi, que tu penses pas tout le temps en mode, ah, on m'a dit ça, ah, ça m'a fait mal, tu vois. Oui, mais des fois, quand je m'en dis, j'ai dit, faut pas que je mette ça parce qu'après, on va dire ça, des trucs comme ça. Donc, toutes les moqueries que tu as vécues, ça a quand même un petit peu un impact encore sur toi. Qu'est-ce que maintenant tu as des amis? Oui, Est-ce que tu leur as parlé de cet épisode ou tu t'es dit non, jamais de la vie? je me suis dit non parce que, ben, elles en faisaient partie avant. Et c'est quoi, elles ont compris c'était quoi, elles se sont dit que ça se faisait pas, elles se sont excusées, on est devenues amies, ben, ça a changé. Oui, ça a changé parce que j'ai plus d'amis et maintenant, ils s'en fichent de tout ce qui est, bah, c'était grosse, des trucs comme ça. Et il y en a d'autres qui disent que, bah, ils sont amis avec moi juste parce qu'ils ont de la peine pour moi. Andrea, est-ce que ça a été aussi ton cas avec quand tu as du moins commencé à avoir des amis et tout, que la prof t'a un petit peu, pas un petit peu, t'a défendu. En fait, comment tu arrives à vivre est-ce que tu y penses tout le temps ou est-ce que tu te dis, bon, c'est un événement derrière moi, ça m'a rendu plus forte? Ben, jusqu'à ce que ça arrive à mon enfant, pour moi, c'est un élément qui était derrière moi. Ça veut dire que pour moi, bon, ça faisait partie de l'ancienne. J'ai trouvé que ça m'avait quand même renforcé. Ça m'avait renforcé dans le sens où j'étais moins à bébé. Ah ouais, là, j'étais moins à bébé. Là, c'était tac au tac. Tu cherches l'embrouille. Tout de suite, on règle les histoires vite, vite, vite. Parce qu'il fallait pas que, voilà, fallait pas que je me retrouve dans la même situation. Après, c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais le fameux garçon en question, quand il y a une petite, voilà, Yann de la Villa, on se voit souvent. À chaque fois que je le voyais, je me disais, ah, en tout cas, ce qui sortait de ma pensée n'était pas forcément quelque chose de mal. Bonjour, je t'aime beaucoup, quoi. Ouais. Mais après, c'était quand même sans animosité parce que je crois qu'à la date d'aujourd'hui, il est pas en capacité de me reconnaître. Et là où je trouve que j'ai pris ma revanche dans la vie, et c'était super, c'est qu'un jour en soirée, voilà, le blindé m'a dragué. Donc là, j'étais en mode, non, c'est pas ce qui se passe. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Donc tu penses à tous les légumes du potager qui pourraient sortir de ta bouche. Et puis après, tu te dis, bébé, finalement, arrête. Et c'est là que je me suis dit, arrête. Tu as ta revanche dans la vie. La personne qui t'a harcelé aujourd'hui se permet de vouloir te faire ça, de venir dans cette attention-là. Et cette personne-là ne se rappelle même pas de qui tu es, de qu'est-ce que tu as fait et tout, tu vois. Et donc, je l'ai laissé faire. À la fin, je dis, je l'ai appelé par son prénom, puisque je m'en rappelle très bien de son prénom. Et dit, je suis désolée à tel, mais il y a des choses qui se sont passées dans ton passé, peut-être que tu étais qu'un enfant, ça m'a marqué. Et juste pour ça, malgré le fait qu'aujourd'hui tu sois un beau gosse, je ne pourrais jamais être avec toi. Il m'a regardé, je vois pas de quoi tu parles. Je dis, c'est pas grave, ça fait partie du passé. Mais fais attention quand tu lances des blagues, parce que tu vois, tes blagues ont des impacts sur la vie des gens. Donc voilà. Et j'ai mis un terme à cette conversation et je suis partie. Il n'a pas assisté, ce qui était très bien, parce que je ne sais pas si par contre j'aurais pu garder le même sang-froid. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été le symbole de ça t'a rendu plus forte, avance. Ça t'a rendu plus forte, avance. Là où c'est devenu perturbant pour moi, c'est que quand ça arrive à ton enfant, tu n'as pas les mêmes sentiments que dans ton enfance, quand ça te touche toi. Quand tu vois un enfant qui a la joie de vivre, qui aime rigoler tous les jours et du jour au lendemain ne veut plus aller à l'école, ne dort plus, commence à faire des cauchemars, commence à te dire je veux pas manger, mais tu sais que l'enfant a faim, je veux pas manger parce que sinon je vais grossir, encore plus, ça commence à faire mal. Mais après, au début, je pense que, étant donné qu'elle connaît mon tempérament, ce n'est pas vraiment à moi qu'elle en parlait, elle en parlait à sa grande sœur. Elle en parlait à sa grande sœur, et c'est sa grande sœur qui était plus fâchée que fâchée. Qui est venue me dire, tu es pas au courant de ce qui s'est passé avec ta fille, puisqu'ils ont 6 ans d'écart, donc ça veut dire que sa sœur avait 12 ans, 12-13 ans à l'époque. Et la grande sœur, c'est une grande sœur qui est maghrébine, donc en mode, ouais, si
si moi je vais à l'école, il va se passer ça. Et je la regarde en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? De quoi tu parles? Je suis même pas au courant et tout. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à découvrir les choses et que moi, j'ai commencé à aller à l'école. Mais du coup, il a fallu la faire suivre. J'ai même été très loin. Je me suis dit, bon, est-ce que peut-être ma fille n'est pas malade? Je l'ai emmenée voir les médecins pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème de santé, que tout allait bien, que peut-être ça peut vérifier est-ce que sa prise de poids était normale. Parce qu'elle-même, elle commence à se sentir mal, que ben, j'essayais de la rassurer sur effort. Et après, il y a eu la petite séquence psychologue où il faut y aller, faut prendre le temps de discuter, de mettre des mots sur les mots. Et ouais, c'était délicat parce que les psychologues nous disent, mais on comprend pas pourquoi vous êtes là en fait, l'enfant il va bien, bien. Bon, à part 7, il a 2, mais ça perturbe pas tant que ça sa scolarité et autres. Et c'est quand Attends, je m'assieds bien parce que, ah, ouais, ce que tu me dis là, oh, un l'enfant, psychologue qui t'a dit ça? elle allait bien, pour eux, elle allait bien. En fait, à part le côté du harcèlement scolaire, ils voyaient pas l'utilité de la faire venir que pour ça. Ça n'avait pas forcément d'impact sur sa scolarité, donc du coup on a arrêté. Et c'est quand on a été chez une autre, c'est une spécialiste mais qui s'occupe de la psychologie. C'est elle qui s'occupe de vérifier s'il n'y a pas des troubles 10 et autres, dysorthographie, 10 et autres. Bon, en tout cas, elle a un métier comme ça. Elle est à la fois psychologue et elle s'occupe de la progression des apprenants, enfin des enfants. Et c'est elle qui a vraiment mis le doigt sur le fait qu'elle n'avait plus confiance en elle, sur le fait que ça avait peut-être pas en échec parce qu'elle avait un très bon niveau, mais que toutefois, le fait qu'elle n'ait pas confiance en elle par rapport au harcèlement qu'elle vit à l'école avait un impact sur elle au moment des interrogations. Du coup, elle perdait confiance en elle et tout ça, et que ben, en tant que parent, voilà, il y avait des choses à modifier aussi. Il fallait être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus présent, beaucoup plus patient avec elle, et qu'il fallait rebooster en fait sa motivation en elle. Et du coup, elle a vraiment travaillé dessus, sur la motivation, sur la confiance. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle avait terminé avec ce professionnel, tout a changé. Elle ne se laissait plus faire, elle prenait le temps de répondre. Des fois, elle me disait, comme elle dit ça va, je donnais les réponses, tac, tac, tac. Parce que nous, on nous a appris à faire des efforts, tu vois. Et du coup, après, elle disait, voilà, ben moi, j'ai fermé sa bouche parce que quand je lui ai dit ça. Mais voilà, et je pense que le fait aussi de me voir régulièrement aller à l'école pour taper du poing, auprès de la direction, ça a également changé la sensibilisation qu'il y a eu sur le harcèlement au sein de l'établissement scolaire. Justement, en parlant du fait que tu sois allé beaucoup de fois à l'école, ça a été quoi ta démarche? Parce qu'il y a des parents, ils sont peut-être confrontés à ça et ils doivent être tout perdus en mode, est-ce que je vais voir le prof principal, le proviseur, je crois, le principal, Là, c'est des choses au principal, collège. je crois. Ben là, il y avait soit le directeur, soit l'enseignant. Donc souvent, je commence par l'enseignant et, et j'expliquais que voilà, si ça se reproduisait, ben, après, on va me revoir. Et quand j'ai senti que là, ça commence à être trop fort, là, par contre, j'ai demandé un rendez-vous avec le directeur de l'établissement parce que je voyais pas le changement, je voyais pas grand-chose et l'enfant continue à revenir comme c'était. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment quand j'ai été voir le directeur que les choses ont été différentes. L'enseignant, dans sa posture, c'était de dire aux élèves de la classe, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça fait pas du bien aux autres. Mais souvent, en fait, en faisant ça, surtout si la personne est dans la classe de la personne, ça n'aide pas forcément la personne concernée parce que elle est quand même stigmatisée. Tu vois, c'est Sylviane, ça fait du tort à Sylviane. Sylviane ne se sent pas bien à cause de vous. Mais du coup, les autres sont en mode, ah, elle a été parlée, c'est à cause de nous si la maman est venue, et ben du coup, tu vois, ça crée encore un fossé. Alors que si ça devenait direct, comme ils ont pu le faire en CM1, CM2, là où elle a vu la différence, c'est que CM1, CM2, ça a été fait vraiment dans l'ensemble des classes. Ça faisait partie intégrante du programme La sensibilisation.
Elle n'a pas forcément été stigmatisée. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Ça s'est beaucoup mieux passé parce que là, la sensibilisation n'a pas été faite que pour elle. Ça a été fait pour tout le monde. Et du coup, tout le monde faisait attention parce que tu fais la sensibilisation dans la classe. Mais les autres personnes qui sont dans la cour, qui ne sont pas sensibilisées, ça continue. Les autres dans la classe auront peur parce que peut-être que la maman est venue, ils ont vu que la maman ne rigolait pas, que la maman était fâchée. Si la maman fait peur, parce que j'ai un visage qui fait peur apparemment, la maman fait peur, ils vont peut-être stopper dans la classe. Mais les autres personnes, les autres élèves qui font partie des autres classes, eux, ils n'ont pas ça. Donc du coup, eux, ils continuent, ça ne les touche pas. Alors que c'est là où moi je vois la différence, c'est que quand ça a vraiment été pour l'ensemble des classes, là, ça a été très différent. Tout le monde faisait attention à ce qu'il faisait. C'est vrai que c'est comme ça, comme tu dis, c'est plus sécuritaire pour elle et ça pourrait aussi aider d'autres enfants qui sont peut-être aussi dans son cas, sans pour autant pointer du doigt et que ce soit elle encore qui se fasse taper sur les doigts. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Malgré ces événements, est-ce que ça a justement quand même renforcé votre lien mère-fille? Est-ce que vous êtes plus attentive à comment l'autre se sent? Est-ce que vous êtes les besties? Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a une routine qui avait été mise en place, c'était que tous les soirs, après l'école, les quatre personnes du foyer, hein, on devait dire comment on avait passé la journée, qu'est-ce qui s'était passé dans la journée. Comme ça, pareil, on évitait la stigmatisation, et du coup, c'était tout le monde qui devait raconter qu'est-ce qu'il a fait. Et si c'était par la maison, c'était au moment du transport, quand il y avait tous les enfants dans la voiture. Voilà. Comment s'est passée votre journée? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Donc, on parlait non seulement des cours, mais également de l'environnement. Et à l'école, est-ce que ça s'est bien passé? Vous avez joué à quoi? T'as joué, t'as pas joué et tout. Et du coup, c'est devenu, voilà. Et c'est comme ça qu'on a pu développer de savoir aussi, en tant que parent, comment ça s'était passé. Et comment ça se passait tous les jours. Et c'est vrai qu'après, c'était, à la limite, ils n'ont même plus ressenti le besoin de dire qu'est-ce qui se passait la journée parce que ça se passait bien. Et s'il y avait quelque chose, c'était dès qu'on rentre, maman, papa, voilà, il s'est passé ça à l'école, je suis pas d'accord sur ça, que ça soit avec un problème X ou Y, hein. Mais voilà, dès qu'on rentrait, c'était, il s'est passé ça, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est vrai que, du coup, je vais peser mes mots parce que Sylviane est là. Mais je pense que ça a quand même changé la perception des parents. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, je ne vais pas non plus stigmatiser, mais en tant qu'antillais, on se dit que ce genre de choses-là, c'est bagaille à blonde. Non, on rigole, mais c'est vrai que franchement, c'est vrai de vrai. On parle des vraies choses, c'est vrai. C'est vrai. On se dit que ça, c'est bitin à blanc, c'est bagaille à blanc. On n'est pas dedans, on n'est pas concerné dedans. Qui soit que payer l'argent pour venir nous côté psychologue? Nous, les papas, t'es psychologue, à te prendre des calottes, t'es réglé. On avait réglé ton problème avec deux. Et dès qu'on fait de thérapie, c'était défends-toi, en fait. On te fait quelque chose, tu te défends, Et c'est vrai que là, sur le coup, la perception a été différente. Ça a été peut-être de prendre plus de temps à écouter les enfants, à écouter le ressenti, écouter ce ressenti-là, et de chercher à comprendre en fait ce que l'enfant ressent. Parce que souvent on se dit, ouais, mais la seule chose qu'elle a à faire, c'est aller à l'école. Ça, c'est vraiment culturel, je trouve. Elle n'a pas de facture à payer, elle n'a pas de problème dans sa vie. La seule chose qu'elle doit faire, c'est aller à l'école, faire en sorte que la maison soit propre en évidemment. Et l'écoute réelle qu'il y a derrière, de comprendre qu'il y a des sentiments, de comprendre que l'univers n'est pas forcément le même. C'est vrai que ça a énormément changé parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne un peu plus de temps pour écouter les enfants. C'est vrai, pour un peu rebondir sur l'histoire de psychologue, c'est vrai que, en fait, c'est tellement mal vu, déjà, santé mentale. Dans notre tête, personne n'a de problème de santé mentale, ça existe pas ce mot. Et un petit psychologue, c'est quoi? T'es fou, t'as fumé de l'alcali, ou fait.
Alors que moi, je l'avoue, moi, je vais voir un psychologue, ça fait plusieurs mois et pourtant je suis pas folle là, je suis en train de vous parler tranquillement, je rencontre une personne donc voilà. Non, c'est vrai, en fait, si vous ressentez le besoin, même si vous avez pas des gros soucis comme on dit, et tout, si vous ressentez le besoin d'aller voir un spécialiste, allez-y en fait. Et puis si finalement il vous dit: «Bon, vous avez peut-être pas besoin de moi, c'est peut-être un autre», ça vous coûte rien. Bon, OK, vous avez payé une seule séance mais voilà, vous allez Mm. pas perdre un bras de jambe à la fin, quoi. Moi, je conseille ça à tout le monde et surtout dans notre société, comme tu disais, on aime bien garder les choses pour nous, on aime bien paraître en tant que femme forte. Et en fait, oui, t'es une femme forte, mais t'as le droit de pleurer, t'as le droit de te sentir mal et t'as le droit de te confier à un spécialiste pour qu'il t'aide, en fait. Yo, t'es pas Wonder Woman, là, on n'est pas dans des dessins animés. Hein. Non, mais Exactement ça. Et je pense que même au niveau de... bon, il y a quand même des mentalités qui changent à la date d'aujourd'hui. Il y a quand même des mentalités qui changent. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être assister un peu plus. Je pense qu'il faudrait des fois avoir imposer peut-être un programme aux parents de venir à l'école pendant 2 jours. Tu sais, comme à la crèche où on t'impose de venir pendant 2, 3 heures par jour ou des choses comme ça, où on devrait avoir ce genre de sujet-là en fait avec les parents. Ça veut dire pas uniquement le harcèlement scolaire, mais expliquer aussi ce genre de choses-là. Quels sont les différents spécialistes qui peuvent accompagner les enfants durant le parcours scolaire. Et expliquer aux parents aussi quel est le rôle voilà, parce que comme tu dis, à l'époque, depuis que tu allé voir psychologue, c'est que toi, t'es cachapé, t'es pas bien, à la limite, tu as la limite de la folie, on va t'interner. Voilà, alors que le psychologue fait un travail fou. Il fait un travail fou sur la personne et puis voilà, faire en sorte que certaines mentalités puissent changer à ce niveau-là parce que le psychologue fait un travail fou. Il fait un travail fou sur la personne et puis même dans notre culture à nous, rappeler que voilà, c'est pas un truc au blanc, c'est pas rien qui blanc qui besoin de psychologue. Donc c'est vraiment pour tout le monde et qu'il faut réussir à accepter que ça veut pas dire que tu es à la limite de la folie, mais que ça peut t'aider en fait à aller mieux. Mon époux m'a dit au début, moi je me rappellerai toujours, qu'est-ce qu'il y a? Combien d'argent ça va coûter ça? En plus, c'est combien d'argent la séance? Et l'argent tout seul, il a du mal. Et je dis, mais c'est pas grave, je vais. Mais après, il a adhéré. Et quand il a vu ce que ça procurait à la petite, il a adhéré, il a validé. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été le même sentiment culturel. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est fait pour ça. On va perdre de l'argent dedans. Ça coûte très cher. Et on connaît pas forcément les structures d'accompagnement, tu vois. Et ce sont des choses comme ça, je pense qu'il faudrait aussi améliorer, connaître les différentes structures qui font, il y a le CNP, il y a, voilà, il y a la passerelle, il y a des éléments qui te permettent vraiment d'avoir cet accompagnement pour les personnes ayant peu de moyens. Et ça serait bien que tout le public sache qu'est-ce qui est mis à sa disposition en tant que parent, en tant qu'élève, pour que ce genre de choses-là rentre entre guillemets dans les mœurs. on a justement bientôt terminé ce podcast et je voulais savoir, ben en tout cas, pour vous deux, mes deux avis différents. Toi, Andrea, en tant que maman qui découvre que son enfant est victime, tu donnerais quoi comme conseil si tu devais donner un seul conseil, tu donnerais quoi comme conseil à un parent? Il vient de découvrir ça, il est là en mode, oh my god, qu'est-ce que je fais? De prendre le temps de prendre peut-être le temps de discuter avec la classe ou de discuter avec l'enfant perturbateur à un moment T, avec les parents aussi de l'enfant. Et de prendre le temps d'écouter le sentiment de l'enfant sans lui répondre au tac au tac. Vraiment avoir une écoute active du ressenti. Parce que nous, on va ressentir les choses en tant que parents d'une manière, on a notre propre caractère. Mais les enfants ressentent les choses d'une autre manière et parfois il faut prendre le temps d'entendre. Parce que là encore, c'est encore culturel, même se dire que, ah, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Alors que oui,
elle peut avoir des problèmes, elle peut avoir des choses. Et de ne pas hésiter à faire le premier pas vers un accompagnement spécialement pour ça. Ok. Et ben du coup, toi, Sylviane, la question, qu'est-ce que tu dirais un enfant, il sait pas vraiment qu'il est victime de harcèlement, mais il se sent tout le temps triste, il se sent tout le temps mal, tu lui dirais de faire quoi? De parler à un adulte ou à un de ses proches ou à un de ses amis proches pour qu'il puisse se confier, qu'il puisse se vider, qu'il puisse mieux se sentir. Et puis, s'il parle à un adulte, l'adulte pourra quand même essayer de régler, donc ça pourra aller, mais c'est pas tout le temps que ça marche. Donc, oh ouais, il faut pas qu'il soit si touché. Si, mais non. Faut pas qu'il se sente si touché T'inquiète, prends tout le temps, on a le temps, pas de stress. parce qu'en vrai, le harcèlement, c'est pas bien, mais pour certaines personnes, c'est pas méchant. Par exemple, il y a des petites blagues comme t'as les cheveux afro, ça veut dire que t'es un mouton. Pour eux, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Je comprends. Donc, on peut faire attention à ce que tu dis, surtout si la personne te dit, bon, ça me vexe un peu. Comme tu dis, c'est pas méchant, mais ça vexe et après, ça blesse et ça fait mal et de se confier. Là, vous êtes courageuses de venir parler sur le podcast pour un sujet qui est extrêmement tabou. Mon Dieu, on voit ça, un article, Seigneur, c'est une catastrophe. Mais non, plus sérieusement, c'est quoi le message que vous diriez à quelqu'un qui est victime de harcèlement et qui se sent seul? Là, peut-être qu'il va faire, je sais pas moi, une bêtise ou qu'il est en train de tomber dans une dépression. Vous le diriez quoi? Parce que Si je dois réagir de manière impulsive, ça aurait été de lui dire tout de suite, c'est pas de ta faute, ne te sens pas coupable. En fait, quand la personne est victime d'harcèlement, pour elle, c'est de sa faute. Moi, je me rappelle que j'étais petite, ben, je mangeais, j'essayais de manger de plus en plus pour voir si j'allais comme je vois. Parce que je me disais peut-être que c'est de ma faute, je mange pas assez, alors que non, c'était ma morphologie qui était comme ça. Et comme je te dis, avec le temps, tu vois, ça a changé, je viens vous cacher chez finesse. Donc, ça a été vraiment de lui dire tout de suite, c'est pas de ta faute, ne reste pas seul et prends le temps d'en discuter. Vraiment prendre le temps d'en parler, de ne pas rester isolé, mais de vraiment chercher quelqu'un pour l'accompagner, quelqu'un à qui il pourra se confier et lui donner de la force en fait pour surmonter cette épreuve, cette période difficile. est-ce que tu veux aussi rajouter quelque chose, Sylviane? Oui, parce que ce que ma maman a dit, c'est vrai, parce que des fois, tu te dis que c'est ta faute. Par exemple, j'avais un professeur remplaçant qui se permettait de nous dire qu'on était nuls, qu'on n'allait jamais réussir dans notre vie, qu'on était médiocre, qu'on méritait de redoubler. Et des fois, je me disais que j'allais réviser pour plus qu'il me dise ça, mais à un moment, j'avais tellement révisé, j'étais fatiguée quand j'arrivais à l'école que, en fait, je perdais mes moyens parce qu'il y avait trop de trucs dans ma tête et ça, ben, j'en ai parlé à mes parents ont réglé et c'est toujours resté, ben, donc si je devais dire quelque chose à un autre enfant qui s'est fait harceler, c'est que faut pas écouter tout ce qu'on te dit parce que c'est pas tout le temps, faut pas les écouter. Faut parler à des adultes, faut pas se laisser faire aussi. Merci à vous deux d'avoir voulu témoigner. Moi je vous dis, vous êtes incroyables. C'est extrêmement rare que des gens aient envie de témoigner d'un sujet comme ça, qui est encore tout frais ou qui nous poursuit des fois pendant plusieurs années avant qu'on en soit un petit peu guéri. Merci d'avoir partagé votre expérience intergénérationnelle. C'était encore plus enrichissant. Et moi, je vous dis, vous êtes courageuse, vous êtes débattante et je suis sûre qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont de l'autre côté, qui nous écoutent et qui se disent, ouais, vas-y, franchement, elles sont incroyables, je vais me sortir de ça et
Il y a pas mal de ressources qui peuvent aider les gens. Notamment, il y a le numéro 3018. C'est un numéro national en France. Donc, que tu sois en Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion, partout, partout, tu peux appeler ce numéro-là, ça 7 jours sur 7. Il est actif de 9h à 23h. Donc, soit tu appelles, soit tu envoies des SMS via WhatsApp ou Messenger. Donc, c'est le 3018. De toute façon, tous les liens sont en description. Donc, si tu as l'impression d'être confronté à une situation de harcèlement, qu'il soit scolaire ou pas, contacte le numéro et puis ils vont t'aider. Si tu n'as pas de gens de confiance autour de toi, ils vont t'aider. Au moins, eux, ils seront là. Et bon, on critique beaucoup le gouvernement, mais pour une fois, quand ils font des choses bien, on va pas leur dire, voilà, c'est pas bon. Et pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner au podcast parce que c'est grâce à vos abonnements que le podcast il permet de monter, que c'est le podcast des sujets tabous de la communauté afro, qu'on soit au Sénégal ou en Guyane ou peu importe l'endroit. Depuis qu'on est dans la communauté noire, il y a pas mal de sujets tabous qui sont propres à nous et c'est le temps d'en parler. Et aussi, en 2024, nous, on roule qu'avec ceux qui s'abonnent au podcast parce que si tu t'abonnes pas, n'écoute plus le podcast. Non, je blague, évidemment. Donc, on vous attend nombreux. Et moi, je voudrais aussi votre réaction, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast ou même YouTube, hein, parce que l'épisode, ben, en théorie, il est filmé normalement, mais exceptionnellement, il ne le sera pas, mais il sera disponible sur YouTube. Je voulais savoir, ça a été quoi votre expérience avec le harcèlement scolaire, que ce soit en tant que victime, mais des fois témoin, parce qu'on voit, mais on fait rien, on n'est peut-être pas l'harceleur, mais on voit. Donc, donnez-moi vos avis, partagez-moi vos histoires en commentaire, je vais lire ça et ça me fera plaisir. Et puis, n'oubliez pas, on parle là où ça fait mal, c'est notre podcast. Merci à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. Tous les liens, toutes les informations sont en description. On se dit à la prochaine et on est là pour Bayadan. Salut tout le monde.